Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Il faut vite décaisser les fonds promis à la force conjointe du G5 Sahel car la situation urge. C'est le message porté par Alpha Bari au Conseil des Nations Unies. Le patron de la diplomatie burkinabé a exposé aux Nations Unies la situation sécuritaire de la zone du G5 Sahel qui se détériore. Une compagnie d'aviation britannique promet de produire zéro carbone. Elle envisage de développer des avions de nouvelle génération qui seraient hybrides ou électriques. La compagnie promet aussi de financer des projets de reforestation à hauteur de 29 millions d'euros par an. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres de votre édition de la mi-journée. Bonjour et bienvenue. Alpha Bari est à New York. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu aux Nations Unies pour présenter un rapport sur la situation sécuritaire dans la zone du G5 Sahel. Et ce document indique que plus de 1500 victimes sont notifiées dans cette zone du fait du terrorisme et que le nombre d'attaques aurait triplé. Au nom du G5 Sahel, Alpha Bari a déploré la non-application des accords d'Alger entre l'État malien et le groupe de rebelles. Il a été question aussi de plaidoyer afin que la promesse du G5 Sahel se concrétise. Draman Guéné. C'est une déclaration aux allures de cri de cœur que Alpha Bari fait ici devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de la diplomatie burkinabé, parlant au nom du G5 Sahel, tire la sonnette d'alarme. L'heure est grave, le terrorisme gagne du terrain, il faut agir vite et bien en faveur de la force conjointe du G5 Sahel. Pas seulement à travers la multiplication des rencontres et des promesses sans résultat concret et décisif sur le terrain. Aujourd'hui, tout a été déjà dit et écrit sur la situation dans l'espace du G5 Sahel. Les populations sont impatientes, les conséquences humanitaires du terrorisme sont tragiques dans nos pays et pour nos populations, avec plus d'1 million de déplacés internes pour le Burkina, le Mali et le Niger. Les populations attendent donc des actes et les risques d'une déstabilisation de nos États sont de plus en plus grands. Nous ne devons pas attendre de revenir dans 6 mois ici pour dresser un bilan beaucoup plus dramatique. Il faut, je le répète, soutenir le G5 Sahel à disposer des capacités opérationnelles sur le terrain. Mais la communauté internationale n'est pas pressée. Les promesses de financement et d'équipement de la force conjointe tardent à se concrétiser. 414 millions d'euros ont été confirmés en février dernier à Bruxelles, mais les lignes ne bougent pas au rythme souhaité. Sur la quarantaine de requêtes soumises aux partenaires, 10 seulement ont été approuvées par nos partenaires et juste 4 sur ces 10 ont fait l'objet de mise en place ou de début de mise en œuvre. Ainsi, de façon générale, pour ce qui a pu être établi dans le domaine des équipements matériels, pour une grande partie des bataillons, le niveau de dotation reste encore faible. Les moyens roulants de combat, par exemple, sont toujours en cours de livraison. En outre, dans le domaine logistique, certaines capacités restent largement tributaires des partenaires présents sur le théâtre d'opération. Par ailleurs, il faut mentionner la situation de la composante police, qui est une réalité, mais elle peine à se déployer faute d'équipement, surtout pour ce qui est des unités d'investigation spécialisées. Les raisons de la lenteur ou de la réticence se trouvent dans le rapport des Nations Unies. Les partenaires et surtout les États-Unis d'Amérique trouvent que certains États du groupe ne respectent pas les droits humains et même certains engagements pris. Sur le terrain et malgré les opérations déjà menées par la force, le bilan est lourd. 1500 victimes au Burkina et au Mali. Les incidents sécuritaires ont triplé en 2019, 489 au Burkina contre 151 en 2018 et 200 du Sud au Niger contre 69 l'année dernière. Alpha Bari s'en tient ici au plus récent. Ces dernières semaines ont ainsi été particulièrement éprouvantes pour le Mali et le Burkina Faso, suite notamment aux lourdes pertes enregistrées par l'armée malienne à Indeliman au début de ce mois et encore avant-hier au sud de Ménaka. Côté burkinabé, on est encore sous le choc de l'assassinat lâche et barbare d'un député maire, celui de Djibo, en début de mois, et quelques jours plus tard, de l'attaque particulièrement sanglante d'un convoi de travailleurs de la société minière Semafo de Bungu, dans la région est du pays. Mais dans l'ensemble, c'est un exposé qui a marqué l'ensemble des 15 États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont alors lancé l'appel aux bailleurs de fonds
de concrétiser leurs promesses de soutien au G5 Sahel et une mobilisation urgente pour soutenir la force conjointe. La question de la sécurité a également fait l'objet d'une rencontre dans le cadre du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Les conclusions du forum invitent les pays africains à la coopération multilatérale. La substance des débats du forum est rapportée par Vincent Kiendrebeogo. Après 48 heures de travaux en atelier et en plénière, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique livre ses conclusions. Il faut privilégier le multilatéralisme pour réussir la paix et la sécurité en Afrique. Mais les 2 jours n'ont pas suffi pour épuiser les débats aussi ouverts et passionnants sur des sujets comme l'efficacité des opérations telles que menées aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme et pour le maintien de la paix. 50% des troupes de ces opérations de maintien de la paix, contestées ou pas contestées, les troupes viennent d'où? Du continent africain. 2 tiers de la police que forment les opérations de maintien de la paix viennent du continent africain. 63% des femmes qui servent dans les opérations de maintien de la paix viennent du continent africain. Donc, lorsque l'on parle de la réforme de l'ONU, en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix, pour que nous-mêmes on refuse le concept de maintien de la paix, en fait, à la limite, on se pose la question, mais alors, que font tous ces hommes et ces femmes du continent dans ces opérations? La réflexion doit se poursuivre et plus approfondie selon le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Nous sommes en train de travailler avec d'autres partenaires pour aider les chercheurs à mieux comprendre ce qui arrive au Sahel aujourd'hui. Il ne faut pas partir de la crise libyenne pour dire oui, parce qu'il y a eu la crise libyenne, etc. Non. Il y a quand même des choses qui sont passées dans l'espace sahélien qui méritent, à notre sens, des réflexions beaucoup plus approfondies. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique mobilise chaque année depuis 2014 des experts et spécialistes pour des réflexions qui aideront à la prise de décision. La question de la cohésion sociale était également au cœur de ce forum. Et au Burkina Faso, des actions sont menées pour réconcilier davantage les populations entre elles. La dernière des actions est un symposium régional qui vient de démarrer ce matin et qui a pour objectif de dresser des perspectives du vivre ensemble dans la sous-région. Issaka Ouedraogo et Caroline Ouari. Le son du balafon mandingue s'élèverait de la même façon que l'appel resterait toujours le même. Appel à la cohésion sociale, appel au vivre ensemble. Le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, bref, toute cette grande partie de l'Afrique aujourd'hui réduite par l'appellation G5 Sahel du fait du terrorisme et de ses corollaires. Pour sa part, contre le fléau et pour le vivre ensemble, Ouagadougou joue sa partition. Cette rencontre d'envergure sous-régionale est un appel à la mutualisation des efforts contre le mal. Face au terrorisme, nous devons imaginer ensemble des solutions vigoureuses et concertées. C'est en cela que le thème de ce symposium mérite des échanges féconds, susceptibles de déboucher sur une déclaration qui nous engage tous dans la promotion d'une culture de la paix. À ce titre, chaque nation se doit d'apporter sa pierre à l'édification d'une société où il fait bon vivre. Rencontre d'échange et de partage d'expériences. Dans la lutte pour la reconstruction du tissu social déstructuré par la violence, le symposium fait appel à des communications, des ateliers sur le phénomène. Enseignants, chercheurs, diplomates, artistes sont attendus pour leur contribution sur la thématique durant les 3 jours de la rencontre. Nous attendons en tout cas beaucoup de contributions de la part de tous ceux qui sont là, des contributions qui vont nous permettre d'aller de l'avant, des contributions qui vont nous permettre de prendre le dessus, de travailler à instaurer la paix dans ces différents pays-là.
Président de l'ONG Dialogue sans frontières, l'ambassadeur et ancien ministre de la Communication du Burkina Faso, Philippe Sabadgo, est l'un des initiateurs du symposium. Une initiative soutenue par le Burkina et l'Organisation des Nations Unies, des réponses nationales et internationales à la menace terroriste. Et la communication est l'une des clés pour instaurer une forte cohésion sociale et surtout pour mettre fin au terrorisme. Et c'est ce que des pompiers aussi sont conscients de cela et ils tentent de s'approprier des techniques de communication, surtout comment communiquer lors de périodes où des drames surviennent. Ce n'est pas toujours aisé et 23 officiers sapeurs-pompiers de 11 pays d'Afrique travaillent à cela à l'Institut supérieur de protection civile de Ouagadougou et ils ont eu droit à un exercice pratique devant des journalistes en présence de Issa Kafando et Maïmouna Dao. C'est une simulation, un exercice qui met les stagiaires en situation réelle de communication de crise. Un camion-citerne entre en collision avec un car de transport en commun. Les dégâts sont énormes avec de nombreux décès. Le commandant de secours est face à la presse pour un bilan à chaud. L'intervention, vous êtes l'embouteillage, c'est pas possible en cette minute. Je suis le premier engin. Alors que ça a été parler un à un pour qu'on puisse se comprendre. Est-ce que vous avez bien attisé le feu? Vous dites? Certaines victimes vous accusent d'avoir attisé le feu. Attiser le feu, c'est-à-dire? Qu'est-ce que vous appelez attiser le feu? 5 stagiaires se sont prêtés à l'exercice. S'exprimer face à la presse, ce n'est toujours pas chose aisée, surtout dans une situation dramatique. Et le mythe du micro reste entier. Ce n'est pas toujours facile de faire face à la presse et de parler publiquement, surtout quand nous sommes en direct. Parler en direct, c'est difficile. Quand j'ai vu les journalistes et qu'à l'entame déjà, les questions venaient, j'ai un peu perdu les pédales et à la fin je me suis retrouvé. En réalité, c'est des difficultés, on n'a pas vraiment l'habitude de parler au micro. La formation dure 3 semaines et prend fin ce vendredi. Elle regroupe 23 stagiaires venus de 11 pays d'Afrique. C'est une phase qui est importante dans le cadre de sa formation parce qu'il est amené justement à devoir communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. L'exercice de la grande muette n'existe plus. Ça peut être existé il y a des années, mais ça n'existe plus. Donc l'objectif d'un COS, c'est de pouvoir justement communiquer par rapport à une situation. Et c'était l'objectif de cet exercice ce matin. Cet exercice s'est achevé par des échanges avec les stagiaires et les hommes de médias sur les techniques d'interview et des questions pratiques. Parlons maintenant d'agriculture. De nos jours, les semences OGM et les semences améliorées ont bien envahi la planète à tel point que les semences dites locales ou traditionnelles sont en train de disparaître. Un collectif d'ONG et d'associations s'est donné pour mission de sauvegarder ces semences. Dans cette perspective, ils ont prévu des manifestations à Tinkodogo ce 26, 27 et 28 novembre pour sauver les semences traditionnelles. Les détails avec Roger Kam et Ernest Cambiré. Pour la sauvegarde, l'échange libre des semences paysannes ou semences dites locales, le collectif des ONG et associations sur les semences traditionnelles donne de la voix. Une position et un cri de cœur que les membres du collectif des ONG et associations actives sur la question partagent ici en prélude à la tenue de la foire ouest africaine de semences paysannes prévue les 26, 27 et 28 novembre prochains à Tinkodogo. Les semences paysannes actuellement sont menacées par les firmes internationales. Les semences paysannes aussi sont reconnues actuellement comme étant plus résilientes au changement climatique. Et il y a des enjeux au niveau des lois parce que les systèmes semenciers paysans ne sont pas reconnus formellement. Et quand bien même ce sont les semences paysannes qui alimentent la recherche en termes de ressources pour l'amélioration, ces semences ne sont pas reconnues, ne peuvent pas être vendues. Loin d'être contre les semences de variétés améliorées, les membres du comité d'organisation de ce rendez-vous sous-régional font le constat selon lequel il est grand temps de braquer les regards sur les mécanismes par lesquels les entreprises semencières confisquent le droit des paysans sur leurs semences dites locales. Le système actuel de promotion des semences de variétés améliorées crée la dépendance et menace la survie des semences paysannes et même les acteurs de l'agriculture familiale
et les consommateurs. Si nous voulons bourser le rendement, nous voulons lutter contre la sécheresse, contre les changements climatiques en général, c'est dans les semences paysannes qu'on va chercher tel ou tel caractère qui nous permet d'aboutir à des variétés améliorées afin de nous adapter à la situation. Entre ateliers thématiques, expositions de semences, plus de 200 personnes sont attendues à Tenkodogo pour faire de cet espace d'échange et de dialogue un tremplin pour la mobilisation, la réflexion et la fédération des acteurs autour de l'agriculture durable. Juste après ces manifestations pour sauver les semences traditionnelles, va démarrer ce 29 novembre un séminaire de formation sur les projets aurifères. Ce séminaire vise à accompagner les potentiels investisseurs du secteur de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée. Mais avant cette date, l'initiateur du séminaire a indiqué les enjeux. Découvrons cela avec Kwale Nebié et Abdel Aziz Yagibou. Il dit s'adresser à la presse en tant qu'expert en négoce et en production artisanale et semi-mécanisée de l'or en Afrique. Depuis 2011, Patrick Gagnon dit avoir produit et exporté de plusieurs pays africains vers l'Occident 6 000 tonnes d'or d'une valeur marchande d'environ 131 milliards 200 millions de francs CFA. 10 ans de voyage dans l'univers minier qui lui aurait permis de capitaliser une somme d'expérience qu'il souhaite partager avec les acteurs et potentiels investisseurs miniers burkinabés et internationaux. Sa vision, c'est de réunir du 29 novembre au 1er décembre prochain dans la salle de conférence du village Nongtaba de Ouara 2000 plusieurs opérateurs du secteur de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée de l'or pour un séminaire de formation. La première chose, c'est le négoce d'or urbain. C'est le terme que j'ai mis en place pour ça. Évidemment, il y aura beaucoup d'exemples de faits vécus, beaucoup d'anecdotes qu'on va partager, mais on veut aussi qu'il y ait des rencontres au travers des participants. Donc, on a plusieurs types de participants qui sont sur place. On a des hommes d'affaires du Burkina dans certains domaines. Après ça, on a des gens de la Côte d'Ivoire qui ont acheté leurs billets, des gens en France, au Canada et puis du Luxembourg qui vont pouvoir aussi converger entre eux pour pouvoir peut-être créer des business ensemble. Quelle stratégie pour une fructueuse production artisanale et semi-mécanisée de l'or? Comment rechercher le financement et rester compétitif sans tomber dans la contrebande et le blanchiment d'argent? Autant de questionnements auxquels des réponses pratiques seront apportées par le séminaire de formation Africa Gold Insider de Ouagadougou, en croit son initiateur. Et toute culture à présent pour dire qu'on peut user de la culture pour la sécurité, et c'est une chose que pensent les pensionnaires de l'université Joseph Kizerbo. Ils utilisent le théâtre pour dépeindre des phénomènes comme la déstabilisation de nos États par des forces étrangères et aussi pour dépeindre des manipulations pour créer et instaurer un climat de terreur. Daouda Ouattara, Amadou Marcel To. L'université Joseph Kizerbo effectue ses rentrées théâtrales 2019 avec un défi à relever, celui de la lutte contre l'insécurité au Burkina. Ensemble, anciens chercheurs universitaires et praticiens du théâtre échangent sur le rôle des pratiques artistiques dans la quête de la paix. C'est un savant alliage que nous voulons faire entre la pratique et puis la théorie. Nous aurons au sortir de ces panels-là quelque chose que nous pourrons appeler un manifeste des hommes de théâtre, des amoureux de théâtre, pour contribuer, si vous voulez, à la consolidation de la paix que nous mettrons bien sûr, acquis de droit pour exploitation. Le théâtre d'intervention sociale est l'approche prônée par ces universitaires. Une approche tout de suite embrassée par le parrain artistique et scientifique de ces rentrées théâtrales. On peut aussi, à travers cette activité, montrer comment finalement les artistes de théâtre peuvent avoir une prise sur la société. Comment le théâtre peut contribuer d'abord à donner un peu d'espoir là où on a l'impression qu'il n'y en a pas, à susciter des idées nouvelles, en mettant en éveil l'imagination, l'imaginaire, en imaginant les possibles, les portes qui n'ont pas encore été ouvertes. Voulu pour dynamiser le secteur du théâtre à l'université, ces rentrées sont 2 jours d'activité, notamment des ateliers en initiation voix, corps et son et des représentations théâtrales, entre autres.
une compagnie d'aviation britannique s'engage à neutraliser le carbone que ses appareils produisent. Avec ses partenaires, la compagnie envisage de développer des avions de nouvelle génération qui seraient hybrides ou électriques. La compagnie promet aussi de financer des projets de réforestation à hauteur de plus de 1,8 milliard de francs CFA par an. Le coup de pub a fait sensation dans le petit monde de l'aviation. EasyJet passe à la neutralité carbone et se présente comme la compagnie aérienne la plus éco-responsable, du moins elle y travaille. Car dans un premier temps, ce qu'elle promet, c'est de compenser ses émissions en finançant des projets verts. Budget 29 millions d'euros par an. Ils iront par exemple à des programmes de reforestation ou dans les énergies renouvelables. La compensation carbone, ce sera la première étape. La suite, promet EasyJet, ce seront les avions hybrides ou électriques. La compagnie s'est associée à Airbus et Wright Electric pour développer ces nouvelles générations. Pas question pour autant d'augmenter le prix des billets, dit le communiqué, qui précise que la sécurité des passagers ne sera pas impactée. Nous voilà rassurés. Le groupe britannique en a aussi profité pour annoncer le lancement d'ici peu de Jet Holidays au Royaume-Uni, une branche tour opérateur qui entend combler le vide laissé par Thomas Cook. Si EasyJet ouvre la marche sur la neutralité carbone, d'autres devraient suivre, car le secteur aérien est sous pression pour réduire son empreinte. L'avion, c'est 3% des émissions de CO2 en Europe et un peu plus de 2% des émissions mondiales. S'il était un pays, il serait dans le top 10 des pollueurs. Pour l'exemple, un aller-retour Londres-New York génère autant de dioxyde de carbone qu'un foyer européen se chauffant une année entière. Dans vos quotidiens du jour, le retour de l'ancien président Yahi Boni au Bénin est au menu des journaux. De même, le mouvement d'humeur des agents de la santé est en débat dans vos quotidiens du jour. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Autant le dire au gouvernement, agents de santé, que chacun prenne ses responsabilités. C'est une interpellation du journal L'Express du Faso. Les Burkinabés ont besoin de soins de qualité. C'est un droit reconnu par la Constitution et le gouvernement a donc l'obligation de mettre tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Aussi, s'il revient en grande partie au gouvernement de trouver des solutions aux préoccupations des agents de santé, il leur revient aussi de faire en sorte que les préoccupations en matière de santé des Burkinabés soient satisfaites. C'est ainsi qu'un accord a été trouvé entre le gouvernement et les syndicats et le mot d'ordre de grève a donc été levé, indique le pays. Le quotidien Bobolais note par ailleurs que des abeilles créent la panique et des accidents en ville. Que s'est-il donc passé pour que cet essaim d'abeilles se déchaîne sur les populations et en pleine journée, s'interroge ce journal? La réponse à cette question pourrait se trouver ailleurs, mais toujours est-il que cette sortie des abeilles en pleine ville n'est pas habituelle, conclut ce journal. Hors de chez nous, au Bénin, l'ancien président Yahi Boni est de retour accompagné d'une importante délégation de la CEDEAO, écrit Sidouaya, qui rappelle d'ailleurs qu'il avait quitté le Bénin le 22 juin 2019 après un blocus autour de sa résidence à la suite de la crise politique post-législative, un combat rendu possible grâce à une loi amnistiante prise par le chef de l'État Patrice Talon, précise aujourd'hui au Faso. Un baiser c'est efficace, mais les fondamentaux démocratiques sont sacrés, dira ce journal. Il gagnerait donc à œuvrer à ne pas toucher à ces fondamentaux démocratiques établis, soutient ce journal. Ce retour de Boni Yahi serait-ce la fin de la crise post-électorale, s'interroge l'observateur Palga. Dans tous les cas, réplique ce journal, c'est l'occasion pour les deux de fumer le calumet de la paix, eux dont les inimités personnelles ne sont pas étrangères à cette crise post-électorale. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.